Bonjour à tous, bonsoir même plus exactement. Eh bien, je suis très content de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire qu'on a donc décidé de traiter ensemble des questions qui vont être liées à la prise en charge de l'anxiété. Donc, je suis très, très heureux de vous retrouver, bien sûr, et je suis très heureux de retrouver une consoeur qui est donc une pédodontiste qui est installée dans la région à Bordeaux même, pas dans la région, à Bordeaux même et qui est spécialisé justement dans la prise en charge de l'anxiété. Alors pour nous, ça va être intéressant de faire cet échange pendant 1 heure pour pouvoir, je pense, prendre ces informations précieuses qu'elle va nous apporter dans son quotidien, vu que l'anxiété, c'est quand même, j'ai envie de dire, 100% de ses patients. Et nous, en tant qu'omnipraticiens, de pouvoir aussi appliquer finalement dans notre omnipratique différents outils qu'elle va nous présenter aujourd'hui. On va parler communication, on va parler réalité virtuelle également, et on finira avec le Méopa, mais on va prendre le temps de traiter chaque partie de manière à ce qu'on puisse prendre des notes, et puis également qu'on puisse s'en servir, j'ai envie de vous dire, dès demain matin au cabinet. Alors, vous connaissez le principe de nos webinaires. C'est un échange qui se veut le plus convivial possible. Vous avez la possibilité d'intervenir en posant donc des questions en bas à droite, et puis je me ferai un plaisir de transmettre ces questions à notre invité de ce soir. Alors donc ce soir, je vous présente le docteur, enfin elle va se présenter, docteur Ambeline Roturier, comme je le disais tout à l'heure, donc pédodontiste exclusif, hein, c'est ça, je crois que vous faites que de la pédodontie. Vous travaillez en pratique libérale exclusivement, dans un cabinet de groupe, hein, j'imagine. Voilà. Et donc, en préparant cette émission, vous me disiez que vous étiez passionné par la pédodontie. Je trouve ça génial parce que d'abord, on aime inviter des passionnés. Donc déjà, vous êtes la bienvenue. Tu es la bienvenue, on va se tutoyer, c'est plus facile. Et puis deuxièmement, c'est vrai que la pédodontie, c'est toujours vécu un petit peu comme un frein pour nous, les omnipraticiens. Pour certains, même voir un enfant sur l'agenda, ça va, j'ai presque envie de dire, bloquer la journée de stress, parce que le stress, nous aussi, on le ressent, en fait, évidemment, le stress de l'enfant, il revient aussi chez nous. Donc, je suis très content que tu aies accepté cette invitation, et justement, c'est avec beaucoup d'attention qu'on va t'écouter et qu'on va prendre des notes sur les différents conseils que tu vas pouvoir nous donner. Voilà. Alors, peut-être d'abord, tu peux te présenter un tout petit peu. Tu as un parcours très sympathique, donc voilà. Eh bien, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'être là avec vous ce soir. Je suis donc installée dans un cabinet pluridisciplinaire à Bordeaux où nous avons seulement des spécialistes de toutes les disciplines de l'odontologie. Donc, je suis la praticienne chargée de l'odontologie pédiatrique. Et donc, comme le disait Thierry, je reçois beaucoup de patients anxieux au cabinet. Alors, l'objectif de ce soir, ce sera de vous donner des clés pour vous permettre de simplifier votre prise en charge en odontologie pédiatrique et que finalement, le fait de voir un enfant sur le planning, ça ne vous inquiète pas. Donc, pour vous raconter un petit peu mon parcours, je suis installée dans ce très beau cabinet depuis 3 ans. J'ai été diplômée de l'Université de Bordeaux en 2017 et j'ai réalisé le CES en odontologie pédiatrique à Bordeaux en 2020. J'ai également été attachée des hôpitaux en 2019 et 2020 dans les hôpitaux de Bordeaux. Et depuis 1 an et demi, je suis formatrice à l'utilisation du Méopa avec la société Air Liquide. Mhm. Et depuis 2 ans et demi, je travaille sur un magnifique projet qui voit désormais le jour, dont je vous parlerai, un projet de lunettes de réalité virtuelle qui Mhm. s'appelle Petit coup de lumière. Donc, ce sera au programme ce soir, vous expliquer en quoi la réalité virtuelle peut changer votre quotidien au cabinet. Justement, avant qu'on parle de la réalité virtuelle, comme on disait tout à l'heure, l'anxiété, finalement,
je pense qu'une grosse partie de tes patients viennent avec beaucoup d'anxiété et j'ai compris qu'ils ressortent avec le sourire jusqu'aux oreilles parce que tu as réussi à les mettre en confiance. Mais ma première question que j'avais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu es venu, parce que on a compris, avec ton parcours, tu t'es spécialisé justement dans la prise en charge de l'anxiété. Mais est-ce que c'est la pédodontie qui t'a amené à cette à cette spécialisation, entre guillemets, en tout cas ce centre d'intérêt, ou au contraire, c'est parce que tu as toujours été intéressé par la prise en charge des patients anxieux, adultes ou enfants, encore une fois, et donc, tout naturellement, tu as été plus facilement sur la pédodontie, en fait? Je pense que c'est plutôt le fait que j'ai toujours eu un extrêmement bon contact avec les enfants. Et du coup, quand j'étais étudiante, l'odontologie pédiatrique, ça m'a tout de suite beaucoup passionnée. D'ailleurs, Ouais. pendant mes études, j'ai quasiment fait que de l'odontologie pédiatrique, tellement j'ai aimé cette discipline. Et du coup, je pense que c'est vraiment du fait de la prise en charge des enfants où, évidemment, j'ai été confrontée à l'anxiété de mes patients et donc, j'ai voulu trouver des solutions. Je suis quelqu'un d'assez joyeux et avec toujours beaucoup de couleurs. C'est ce que vous verrez ce Mmh. soir dans ma présentation. Donc, l'objectif, ça va être vraiment de mettre un petit peu des paillettes, des fleurs et de la joie dans la prise en charge pour que, comme tu le disais, Thierry, les patients repartent avec le sourire. OK. Bon, bah, écoute, formidable. Alors on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet avec joie parce que tu nous égayes déjà dès les premières minutes, donc c'est formidable. Donc, avec joie, on va t'écouter justement et tu nous as préparé quelques petites diapos. Dans ta prise en charge personnelle, quotidienne, pour l'anxiété au cabinet dentaire, on va reprendre un petit peu tous les différentes alternances thérapeutiques qu'on a classées en 3 catégories. Comme je disais tout à l'heure, la communication, la réalité virtuelle et l'homéopathie. Alors, je te laisse justement nous parler déjà dans un premier temps de ce contrat finalement qu'on doit avoir, un contrat thérapeutique qu'on doit mettre en place avec nos patients. Très bien. Je te remercie. Alors, effectivement, bon, l'anxiété, 100% des patients adorent venir chez le dentiste. L'anxiété, c'est finalement quelque chose qu'on ne rencontre pas si souvent. Non, c'est pas vrai. Non, non. Effectivement, selon un sondage de l'Opinion Way en 2016, il y a un Français sur deux qui est anxieux des soins dentaires. Donc, c'est énorme. Alors, il y a évidemment différents degrés de stomatophobie. C'est comme ça qu'on appelle l'anxiété des soins dentaires. Mais c'est quelque chose de très fréquent. Les patients qui arrivent, qui a la sueur qui perle, le cœur qui bat vite, ou sinon qui est un petit peu plus renfermé pour un enfant qui va même pleurer en étant caché dans les bras de ses parents. C'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment au cabinet. Donc l'idée, ce sera d'éviter ça, de permettre de venir plus serein au cabinet. Parce que cette peur du dentiste, elle va avoir beaucoup de conséquences. Tout d'abord, un évitement des soins. Les patients les plus anxieux, les plus phobiques, ils ne viennent même pas dans nos cabinets, tellement c'est compliqué pour eux, rien que de prendre un rendez-vous. Du coup, cela a pour conséquence une détérioration de leur santé orale. Forcément, ensuite, une perte de confiance en eux, de leur estime, et ce qui va renforcer l'anxiété. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux, l'anxiété au cabinet dentaire. Donc, on va ce qui sera la clé pour combattre cette anxiété, cela sera de créer une alliance thérapeutique avec notre patient. Et ça, ce sera dès la première consultation. D'ailleurs, à mon sens, la première consultation avec un nouveau patient, c'est vraiment la base. C'est la consultation la plus importante parce que c'est cette consultation qui va nous permettre de créer un lien de confiance avec notre patient, de prendre le temps de tout lui montrer, tout lui expliquer et puis, s'il y a un plan de traitement à suivre, de pouvoir vraiment avoir son adhésion au plan de traitement. Et vraiment de pouvoir proposer à notre patient toutes les solutions thérapeutiques qu'on a pour le rendre acteur du soin et acteur du protocole de soins. Et ça, ce sera vraiment primordial de créer des bons souvenirs dès l'enfance.
que l'enfant que tout se passe bien pour lui, que quand il vienne au cabinet, ce soit tranquille, qu'il reparte avec le sourire et des petites paillettes dans les yeux. Donc, Alors, ça, si je résume bien excuse-moi, je t'interromps, mais dans cette alliance thérapeutique, autant que possible, tu fais une première consultation. Autant que possible, la première fois, tu essaies de ne pas faire un soin d'urgence, surtout chez un enfant. Autant que possible, tu mets la confiance exactement. en numéro un, parce que de peur de… OK. Tout à Euh, fait. et, 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 et ma deuxième question, c'était euh, que se passe-t-il si cette alliance thérapeutique, tu n'arrives pas à l'obtenir avec ton patient, toi avec un enfant, mais nous, ça arrive aussi avec un adulte. Mhm. Pas d'un adulte anxieux, évidemment, donc d'une alliance thérapeutique dans le cadre de l'anxiété. Euh, est-ce que finalement l'option de l'anesthésie générale est quelque chose qui est toujours sur la table ou au contraire, c'est quand même, pour des raisons que tu peux nous expliquer peut-être, c'est quand même une option qu'il faut éviter au maximum? Alors, l'option de l'anesthésie générale, c'est vraiment la dernière des solutions qui arrive une fois qu'on a essayé tout notre gradient thérapeutique. Pour moi, il y a vraiment un gradient et c'est ça qu'on va dérouler aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de solutions, c'est qu'on peut avoir plein de cordes à son arc, justement pour proposer à chaque fois différentes solutions à notre patient. Et une fois qu'on est arrivé au bout de ce gradient, qu'on a tout essayé et que malgré tout cela, nous n'avons toujours pas de coopération de notre patient, ou que le patient adulte voilà, est toujours trop anxieux, fait des crises de panique, ne se laisse pas soigner, et seulement à ce moment-là, on pourra proposer l'anesthésie générale. En France, on a une vraie problématique concernant l'anesthésie générale, c'est le manque de blocs et du coup le délai d'attente. Nous, à Bordeaux, on a plus d'un an de délai d'attente pour réaliser une anesthésie générale. Donc, c'est vrai que voilà, on essaie toujours de trouver toutes les solutions, mais effectivement, avec certains patients, une fois qu'il y a trop d'anxiété, c'est anesthésie générale ou l'autre indication, les deux autres indications, c'est les patients en situation de handicap où effectivement c'est trop compliqué de faire certains soins invasifs. Et les tout petits, les moins de 3 ans qui sont atteints de carie précoce sévère, de carie précoce de l'enfance. Effectivement, si on a 5 séances à réaliser chez un petit de 2-3 ans, on peut perdre sa coopération au fur et à mesure du traitement. Donc, c'est pour ça que c'est primordial de bien évaluer lors de la première consultation et de voir, Oui. voilà, de statuer l'indication d'anesthésie générale ou pas. Très bien. Bon, mais c'est parfait. Alors, tu nous évoquais justement ce gradient thérapeutique aussi donc dans la prise en charge des patients anxieux. Alors justement, quel va être finalement le premier niveau de ton gradient thérapeutique? Où est-ce que tu le situes? Alors, pour moi, le premier gradient, ça va être tout d'abord la communication qu'on va avoir avec notre patient. Et c'est ce que nous allons détailler pour commencer. Parce qu'une une bonne communication va nous permettre de dériver beaucoup de situations et de donner, de vraiment permettre de gagner cette confiance avec notre patient et du coup d'arriver à avoir vraiment ce que l'on recherche. Après tout, notre Graal, c'est l'alliance thérapeutique. Donc, la communication, elle est composée de nombreux paramètres qui ne sont pas tous égaux. Donc, on a le langage verbal, le langage paraverbal et le langage non verbal. Effectivement, ils ne sont pas équivalents parce que le langage verbal, finalement, c'est seulement 3% du message que l'on veut faire passer. Le langage paraverbal, c'est 23% et le non verbal, c'est 70%. Donc, c'est énorme. Énorme, énorme. Le langage verbal, donc ça va être les mots que l'on va choisir. Donc, on en reparlera un petit peu par la suite, mais il faudra qu'on ait une attention toute particulière aux mots que l'on choisit pour communiquer avec notre patient. Le langage paraverbal, ça sera la voix. Est-ce qu'on a une voix plutôt douce, plutôt forte? Est-ce qu'on parle doucement ou plus tranquillement, plus calmement? Le rythme et l'accentuation sur certains mots. Par exemple, je vous prends un petit exemple personnel. Cet hiver, j'ai eu une extinction de voix et du coup, je chuchotais pour mes patients.
Mais en fait, c'était super parce que mes patients, par mimétisme, ils chuchotaient également. Et donc, voilà, ça permet en fait d'apaiser les situations, de changer de rythme. Des fois, si on a un message un petit peu plus impactant à faire passer, on met un petit peu plus d'intonation, on élève un petit peu la voix, plus d'accent. Donc vraiment, en jouant sur le paraverbal, cela peut bien aider à détendre les patients et notamment de parler sur l'expiration de nos patients. Le message, il passera beaucoup mieux quand on parle sur l'expiration, d'où le petit vent. Et pour terminer, le langage non verbal. Le langage non verbal, par exemple, pour vous donner un exemple concret, l'enfant qui arrive et qui est comme ça, contre sa maman, clairement, là, il ne nous parle pas. Mais son non-verbal nous parle. Il communique avec nous. Il nous dit, non, j'ai pas envie d'être là. Maman, sors-moi d'ici. Concrètement, c'est ce que son langage non-verbal nous dit. Donc, ce sera voilà, la posture, les mouvements, l'habillement. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer, même si on ne prononce pas de mots. La communication, c'est quelque chose de beaucoup plus complet et global. Donc, pour instaurer une bonne communication avec nos patients, la première chose, et c'est ce que je vous invite à réaliser en première consultation, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes phobiques, ce sera la technique du tell, show, feel, do. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, comme le dit ces mots en anglais, qu'on va prendre le temps d'expliquer chaque instrument que l'on va utiliser, de le montrer à notre patient, de leur faire toucher sur la main. Ça marche très bien avec les petits. Et de leur faire faire. Donc, ne pas hésiter à donner les instruments à notre patient. Nous, on a cette petite mascotte qui s'appelle Doggy, que les enfants adorent, cette petite peluche. Et du coup, les enfants, ils vont jouer avec le miroir, à regarder les dents de la peluche. Et en fait, ou s'ils ont leur doudou, de leur dire, tiens, tu prends le miroir, tu regardes les dents de ton doudou. Ah, c'est super. Ça aide vraiment à gagner la coopération de nos patients. Et même si vous avez des patients adultes, rien que le fait de leur montrer, par exemple, le détartrage, ça peut être quelque chose de perçu de façon horrible pour eux. Vous prenez le temps de leur montrer, c'est ça qui va faire un peu la douche des dents, qui va la nettoyer, et de leur montrer. Et si c'est vraiment quelque chose qui les inquiète, de leur montrer sur les ongles. Ne pas hésiter à faire toucher tous les instruments sur les ongles. Par exemple, la sonde, je montre à mes patients que c'est un petit crayon pour dessiner. Donc, je leur fais un petit dessin sur l'ongle. Et pareil, les ultrasons, la douche des dents, on le touche sur l'ongle. Et le fait de l'avoir touché, d'avoir compris, de savoir ce que c'est, après, ce sera beaucoup plus simple pour amener les instruments et ne pas hésiter après, une fois que le patient connaît tout, de redire, là, je prends ce que tu as vu, le petit miroir maintenant, c'est la douche des dents. Et le fait de le verbaliser, cela favorisera l'acceptation de notre patient. Il a tel chaud, fil doux. Voilà. On retiendra ces quatre éléments à réaliser avec nos patients. Alors, justement, dans les communications, tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu les communications positives et attention aux mots aussi qu'on utilise. Bon, ça, c'est vrai que on nous l'a beaucoup enseigné dans nos études. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et à ce qu'il ne faut pas dire. Alors, je pense que tu vas revenir un petit peu là-dessus. Exactement. Par exemple, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose. En plus, il y en a un en photo. Forcément, vous allez penser à un éléphant rose. Parce qu'en fait, notre cerveau n'entend pas la négation. Ouais. Il va falloir faire toujours attention à tourner nos phrases de façon positive. Par exemple, si vous dites à un patient « ne soyez pas stressé », le patient entend « stress ». Et donc là, le voyant rouge s'allume. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir mal. Inquiétude, mal. OK, double voyant rouge. Donc voilà, il faut vraiment faire très, très, très attention aux tournures de phrases. Donc toujours tourner les phrases de façon positive. Et puis, il y a des mots qui sont interdits au cabinet.
les mots de peur, de stress, de douleur, de mal, la piqûre, les aiguilles, les seringues, tout ça, chez moi, il n'y en a pas. Donc, on tourne toujours de façon positive. Donc, par exemple, pour reprendre les premières phrases, vous pouvez dire « Rassurez-vous, tout va très bien se passer ». Voilà, pour permettre aux patients d'être rassurés et de ne pas entendre ces mots qui font le petit voyant rouge. Ouais, le cerveau n'entend pas la négation, c'est important. Ouais, c'est vrai. Alors justement, par exemple, pour parler de C'est seringue, fort. d'anesthésie, alors si vous dites, souvent hein, les parents, ils pensent bien faire, ils disent à leur enfant, non mais ne t'inquiète pas, le docteur, il ne te fera pas mal, il ne te fera pas de piqûre. Alors là, forcément, l'enfant, il n'entend pas la négation, donc il entend mal, piqûre, oulala, mais c'est qui ce docteur, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc, c'est ce que je réponds souvent à aux parents, je dis, ah ben, chez moi, ça tombe bien parce que ça n'existe pas. Ce mot, déjà, il est interdit. Donc, tout de suite, il commence à comprendre qu'il y a un petit jeu à jouer et il rentre dans ce petit jeu. De dire, voilà, chez moi, les piqûres, ça n'existe pas. On a seulement des baguettes magiques ou des fusées qui endorment les dents. Parce que du coup, j'utilise le système d'anesthésie intra-osseuse, le Quick Sleeper, et qui ressemble effectivement un petit peu à une fusée ou à une baguette magique. Donc voilà, lors de la première consultation, enfin, ou lors de la suivante, je leur présente, je leur montre, voilà, c'est ça qui va faire dodo aux dents. Tu verras, ça fait des petites gouttes, c'est tout tranquille. Et puis voilà. Par exemple, avec un adulte, bon, vous n'allez peut-être pas parler de baguette magique ou de fusée, mais au lieu de dire je vais vous faire la piqûre, de dire voilà, on va utiliser une anesthésie électronique pour endormir vos dents. Tout de suite, ça a une meilleure connotation finalement que la fameuse piqûre avec son aiguille. Absolument. Absolument. Après, j'utilise d'autres métaphores, mais après, elles sont propres à chacun. Je vous donne quelques outils, à vous de créer les vôtres avec vos petits patients. Par exemple, les turbines ou les contre-angles, ça peut être un hélicoptère ou un avion parce que, regarde, écoute, ça fait du bruit comme l'avion et l'hélicoptère. Digue, chez moi, c'est donc le clamp de la digue, c'est la bague. D'ailleurs, je leur fais essayer sur le doigt, hop, on essaye la bague. Tu vois, c'est comme une bague de princesse qu'on va venir mettre autour de ta dent. La feuille de digue, donc c'est la cape ou le parapluie, par exemple. Donc souvent, je profite pour rebondir là-dessus. Ah, mais attends, c'est qui ton super-héros préféré? Regarde, on va mettre la cape de ton super-héros et tu vas avoir des dents super fortes. Ou même l'utilisation de certaines fraises. Par exemple, si vous dites passe-moi la fraise flamme, en fait, le patient il se dit attends, là il va me mettre une flamme dans la bouche, c'est très inquiétant. Donc, avec mon assistant, on a renommé toutes les fraises avec des noms de Pokémon. Donc, voilà, on soigne les fraises avec Rondoudou, Carapuce, Dracofeu. C'est super chouette et les enfants adorent. Donc voilà, ne pas hésiter à donner des métaphores. Tout à l'heure, je parlais de la douche des dents. Voilà, juste de donner des petits noms à ce qu'on utilise de façon à les rendre plus accessibles. Super, je pense qu'on a fait le tour un petit peu maintenant sur la communication thérapeutique. Et c'était important de revenir parce que, comme tu l'as bien précisé, il y a quand même des mots à éviter. Et puis, il y a cette communication non verbale qui est très importante. Et parfois, dans notre journée lourde, longue, on a tendance un petit peu à mettre ça de côté. Et pourtant, c'est une erreur. Alors, si on revient un petit peu sur la thématique des peurs et des anxiétés, j'avais une question à te poser. Est-ce qu'il faut les légitimiser, les peurs de nos patients, ces patients qui ont peur de la piqûre, hein, comment est-ce que tu le vis, toi? Tout à fait. C'est très, très, très important de légitimiser les peurs de nos patients. Et un patient qui arrive et qui nous dit j'ai peur, docteur, j'ai peur. Il va toujours falloir creuser de quoi j'ai peur. Des fois, les patients nous disent docteur, j'aime pas le dentiste. Bon, là, ils veulent juste nous dire qu'il y a des choses qui leur font peur chez le dentiste. Donc, OK,
De quoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? Alors, c'est le seul mot, c'est presque le seul moment où d'ailleurs on peut réutiliser le mot peur parce que là, on rebondit sur la peur de notre patient. Donc, on lui Mmh. montre, on l'écoute, c'est une écoute active et bienveillante et qu'on essaye de trouver ensemble des solutions à ces inquiétudes. Donc, il y a différents types de peurs au cabinet dentaire. La première peur, qui est souvent la plus fréquente, c'est la peur d'avoir mal. Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint, disait Montaigne. C'est On excellent. reviendra un petit peu plus en détail là-dessus juste après. La peur qui est assez fréquente aussi, c'est la peur de la fameuse piqûre. Alors attention, vous vous souvenez, ce mot est interdit. Donc justement, ok, qu'est-ce qui t'inquiète dans la peur de la piqûre? Pouvoir le faire reformuler à notre patient. Et comme je vous le disais, chez moi, ça n'existe pas. On n'a que des choses confortables qui permettent d'endormir les dents. Et puis, pour les adultes, voilà, vous pouvez aussi reformuler. Si vous êtes équipé de l'anesthésie intra-osseuse, ok, vous allez voir, on a une anesthésie très particulière qui permet de ne rien sentir. On est tout tranquille, c'est tout confortable. La seule chose que vous pouvez sentir, c'est le goût. Donc, si c'est le goût que vous sentez, vous nous faites un petit signe de la main et comme ça, on viendra rincer et aspirer. Et ça permet d'avoir, de pouvoir réaliser une anesthésie sereine, même chez un patient qui a peur de la fameuse piqûre. La peur ensuite, qui est un petit peu moins fréquente, mais qui existe, c'est la peur de l'infection. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours une tenue impeccable, de se laver les mains devant notre patient, d'avoir tous nos instruments qui sont sous poche et d'enlever les sachets devant nos patients pour leur montrer que chez nous, tout est propre, tout est parfait. Avec le Covid, on a vu clairement des personnalités se révéler, surtout chez les adultes, par rapport à la peur de l'infection. Ça, c'est clair. Donc, en faisant des petites choses toutes simples comme ça, c'est assez facile de montrer que chez nous, on a un Absolument. protocole et que tout est propre et qu'ils seront entre de bonnes mains. Absolument. La peur suivante, c'est la peur de l'intrusion dans l'intimité. C'est vrai qu'on a un métier où on a une proxémie incroyable avec nos patients. Donc, par rapport à ça, vraiment prendre le temps, peut-être approcher petit à petit. Tout à l'heure, on parlait de prendre le temps de montrer sur les mains et puis petit à petit se rapprocher de la sphère orale pour montrer qu'on va petit à petit se regarder dans la bouche. Et puis la peur relative à certains actes. De dire, c'est la première fois qu'on va m'extraire une dent, ok, Mm. ça m'inquiète d'avoir une dent extraite. Donc de vraiment, c'est ce que je dis à mes patients, c'est normal en fait d'avoir peur quand tu ne connais pas quelque chose. Parce que la peur des actes, c'est souvent la peur de l'inconnu. Donc prendre le temps justement de dire, c'est normal, tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais prendre le temps de tout te montrer, tout t'expliquer, comme ça tu vas tout connaître et tu vas voir finalement, c'est tout simple et tout tranquille. Très bien. Formidable. Donc, on légitimise les peurs du patient et on les intègre dans notre communication finalement verbale et non verbale. Exactement. Donc le patient qui va nous dire j'ai peur d'avoir mal. Ok, très bien. On légitimise, on le rassure, on aura des gestes encore plus doux pour vraiment lui montrer qu'on est tout doux, tout tranquille. Et puis, en fait, finalement, nos actes, ils sont pas douloureux. C'est juste qu'il faut qu'on soit sûr d'avoir une bonne anesthésie, une technique d'anesthésie adaptée et qu'on soit sûr qu'elle soit efficace. Mais à partir du moment où ça s'est réalisé, ça se passera tranquillement. Donc, je disais qu'il fallait qu'on soit sûr que ce soit efficace. Je reçois beaucoup de patients qui ont une MIH et donc on sait que la MIH fait que les anesthésies classiques parapicales peuvent être plus compliquées. Donc, c'est souvent des enfants qui ont été voir des praticiens, qui ont endormi, on va dire, de façon conventionnelle leur molaire, leur première molaire définitive. Et l'enfant avait vraiment mal parce que cette dent ne s'était pas endormie. Et si le praticien n'a pas validé son anesthésie, effectivement, s'il a commencé à soigner, à mettre des rotatifs sur une dent hyper sensible, forcément, ça peut laisser une mauvaise expérience à nos patients. Donc, par rapport à ça, la petite chose toute simple, ça vous prend
5 secondes et au moins vous montrez à votre patient que c'est OK, que la dent va bien et qu'il va pouvoir, qu'il ne sentira rien pendant la séance, c'est de valider avec une petite boulette de froid. Voilà, on met un petit coton de froid. Est-ce que tu sens quelque chose? Non. OK. Puis après, on lui montre sur la main. Tu as vu, c'est très froid. La dent, elle ne sent pas le froid. Donc, ça veut dire qu'on peut la soigner tout tranquillement. L'autre chose aussi qui sera important, c'est pour les enfants notamment, ça va être de légitimiser la sensation de l'anesthésie parce que l'enfant, il va ressentir une perturbation dans son corps, une déformation et il n'a pas la notion de temporalité. Donc, il va avoir l'impression que ça y est, il est déformé et c'est pour toujours. Donc, vraiment, de donner une durée. Et si vous lui dites dans 30 minutes, dans 1 heure, ça, c'est pas quelque chose qui va lui parler. Il faut lui donner une durée par rapport à des repères qu'il a. Donc, de lui dire, par exemple, à l'heure du goûter, le petit ballon que tu as dans la joue, il se sera dégonflé. Voilà, d'expliquer un petit peu tout ça. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'anesthésie intra-osseuse. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour les patients, qui permet d'avoir une anesthésie tranquille, sans rien sentir. Et puis en plus, c'est quand même plus pratique d'endormir une dent avec une fusée ou une baguette magique. Si vous avez des anesthésies para-apicales, ne pas hésiter à perturber les sens. Par exemple, appuyer un petit peu avec le miroir, justement, pour que la sensation de l'anesthésie se passe plus en douceur. Utiliser voilà, un petit gel de Xogel pour pouvoir endormir la muqueuse, pour que vraiment mettre une grande attention à l'anesthésie, parce qu'une fois que ça s'est fait, toute la suite, tous nos soins, on peut tout faire, le patient, il ne sentira rien. D'ailleurs, c'est souvent ce que je dis à mes patients quand ils arrivent et que la première fois, ils me disent « j'ai peur d'avoir mal ». Je leur dis « ah, mais je te rassure, tout de suite, chez moi, c'est interdit. C'est interdit d'avoir mal ». Seule fois où je reprononce ce mot aussi, parce que je reformule sa peur. Tout se passe bien et tout se passe tranquillement. Et ça, c'est la règle. Et les enfants, ils aiment bien jouer au jeu. Donc, à partir du moment où ça, c'est la règle du jeu chez le dentiste, les règles du jeu sont posées. Donc, la suite va pouvoir se dérouler très tranquillement. Mais écoute, merci, c'était brillant cet exposé sur la communication. C'était intéressant justement de voir comment notre rôle est fondamental et on se met, donc bien entendu, avec un enfant, c'est peut-être un peu plus difficile qu'avec un adulte, encore que, mais en tout cas, on comprend bien on entend dans ton explication et on comprend que c'est vraiment très important. C'est une étape qu'il faut surtout ne pas sous-estimer en termes de temps et montrer, toucher, faire voir, expliquer. Et toute cette communication verbale et non verbale permet vraiment de mettre en confiance nos patients, en tout cas dans ton quotidien, tes patients. Alors, tu nous parlais d'un gradient thérapeutique, hein, si j'ai bien suivi ton exposé. Donc, la première étape, c'était la communication, finalement, communication thérapeutique, que tu viens de nous expliquer brillamment. Et ton étape supplémentaire, alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus moderne, j'ai envie de dire, parce que c'est des choses qui sont arrivées ces dernières années, liées aux nouvelles technologies. Et puis, en plus, c'est quelque chose sur lequel tu es impliqué personnellement. Donc, ça, c'est formidable. Tu vas pouvoir nous raconter aussi ça. C'est finalement les lunettes de réalité virtuelle. Voilà. Peux-tu nous en parler un petit peu? Alors, Tout à fait. Donc, je vais vous parler des lunettes de réalité virtuelle parce que cela fait 2 ans et demi, comme je vous disais, que je travaille sur ce projet avec mes 2 associés que vous voyez sur la photo. D'accord. Donc, ce projet s'appelle Petit bout de lumière. Donc là, je vais vous parler vraiment de nos lunettes que nous avons développées ensemble, donc avec moi, mais aussi avec d'autres chirurgiens dentistes spécialistes en odontologie pédiatrique qui ont testé nos lunettes. Et en fonction de leurs retours, des retours de nos patients, nous avons pu adapter cette histoire en réalité virtuelle. Donc, sachez qu'il y en a d'autres sur le marché. On est les seuls à être spécialisés en odontologie pédiatrique, mais voilà, comme je les connais particulièrement bien, c'est pour ça que je vous explique ce que nous avons fait. Donc, il est clair, j'ai un profil d'intérêt
avec la société. Et je vais vraiment essayer de vous porter mon regard de praticienne qui l'utilise chaque jour. Ouais, il n'y a pas un jour où je n'utilise pas nos lunettes au plus grand bonheur de nos petits patients. Et depuis combien de temps maintenant tu utilises donc ces lunettes-là? Ça fait 1 an que je Un les ai. an déjà. Oui, Ok. Ah ouais, donc il y a déjà un beau recul. Ok. oui, tout à fait. Alors, tu peux nous les montrer un petit peu? Hop, c'est parti. Donc voilà nos petites lunettes. Ouais. Donc elles sont vraiment très très petites. C'est les plus petites qui existent. Donc elles ne gênent absolument pas les praticiens. On peut travailler. Moi j'ai l'habitude de travailler à midi. euh, tout tranquillement, ça ne me gêne absolument pas. Et l'enfant a une manette dans la main. Mhm. Pu remarquer que le fait d'avoir une manette dans la main, ça favorise le phénomène hypnotique de dissociation parce que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle l'homonculus. Non, dans le cerveau, on a le cortex moteur primaire. Il y a ce qu'on appelle l'homonculus de Penfield. C'est Penfield qui a montré ça dans les années 50. C'est que si on est concentré sur notre main, on ne peut pas être concentré sur notre bouche parce que c'est les deux zones en fait qui ont le plus de sensibilité et de motricité. Et voilà ce que ça, l'homonculus de Penfield. Donc vraiment, Fascinant. le fait d'utiliser cette manette, les enfants, ils sont à fond, ils sont concentrés dessus et ça leur permet d'oublier ce qui se passe dans leur Ah bouche. oui. Ah oui. Voilà, donc on a aussi un retour visuel pour les praticiens et les assistants dentaires sur une tablette qui est posée juste à côté du fauteuil, sur le fauteuil. Et donc, on aura des actions de contrôle sur cette tablette, mais j'en reparle un peu après. Mhm. Et ensuite, on a une expérience qui est spécifique aux soins dentaires. Donc, on a vraiment développé tout un scénario en partant d'une séance de soins classique. Et du coup, on a adapté, on a un scénario de base qui peut ensuite s'adapter à tout type d'acte et à toute durée de soins. Parce qu'en fait, on a construit notre scénario avec plusieurs briques. La première brique, ça va être une présentation du héros. Le héros, c'est celui que vous voyez ici, c'est Thibaut. Thibaut, c'est un petit être incroyable, c'est l'ami du dentiste et c'est l'ami des enfants. Et Thibaut, il va accompagner les enfants pendant que le dentiste soigne ses dents. Il va accompagner les enfants à faire des missions incroyables. Dans notre première histoire, l'enfant va partir dans l'espace avec Thibaut. Et donc, tous les deux, ils vont avoir des missions à réaliser pour différents jeux. Donc, ça va être de sauver une planète, ça va être de trouver des indices, ça va être d'attraper justement des instruments. On a utilisé les métaphores thérapeutiques dont on parlait précédemment. Par Super. exemple, la baguette magique, la cape, Fascinant. on a un aspirateur à étoiles. Il y a plein d'objets que l'enfant va devoir attraper. Et ça, le praticien peut les réutiliser comme support de communication pour communiquer avec l'enfant. Dans le scénario, on a aussi instauré des codes, c'est-à-dire que Thibaut dit à l'enfant, si tout va bien, si tu es bien installé, si tout se passe bien pour toi, tu mets ton pouce vers le haut. Si quelque chose te dérange, tu places ton pouce vers le bas. Et avec cette petite phrase toute simple, puis en le validant avec l'enfant, on a vraiment créé un support de communication entre l'enfant et le praticien. Donc vraiment, c'est utiliser la réalité virtuelle pour augmenter cette communication, pour la fluidifier en fait. Donc l'univers tridimensionnel, il est absolument fabuleux. L'enfant part dans des planètes, il a plein de jeux à faire. Et donc, l'enfant est très content de jouer et donc d'avoir des objectifs, des missions pendant que le praticien soigne ses dents. Dans le Mhm. script, on a également utilisé l'hypnose conversationnelle. Et puis, on instaure aussi des petits exercices de respiration pour vraiment nous aider à détendre nos patients. Donc, par exemple, on a Thibaut qui se gonfle et du coup, on demande à l'enfant d'inspirer quand Thibaut se gonfle et d'expirer quand Thibaut se dégonfle. Et ça, ces petits exercices, ils peuvent être déclenchés à n'importe quel moment par les praticiens. Donc, si on sent qu'on a un acte
où on a besoin voilà, de vraiment que l'enfant soit focus, concentré sur sa respiration. L'enfant va pouvoir, le praticien va pouvoir cliquer sur l'exercice de respiration et l'enfant est bien détendu. Ou au contraire, si on veut distraire notre patient et perturber et saturer un petit peu tous ses sens, on a un autre bouton sur lequel on peut appuyer de surstimulation sensorielle. C'est-à-dire que l'enfant va voir des choses trop belles, des feux d'artifice, etc. La manette va vibrer, donc au niveau de la catalepsie, cela va encore plus favoriser la dissociation de notre patient. Il y aura aussi une musique qui sera un petit peu plus entraînante. Donc voilà, si on a besoin, par exemple, au moment où on réalise une extraction, moi j'appuie souvent sur ça et c'est « Waouh, regarde, c'est trop beau le feu d'artifice, t'as vu? Oh ben, ça y est, la dent, elle n'est plus là, elle est partie. » Donc voilà, c'est des choses qu'on intègre dans notre soin. Et on a également une musique très, très, très apaisante qui a été faite sur mesure pour permettre de détendre les patients. Pour le moment, ces lunettes sont avec des scénarios exclusivement pour les enfants. Il n'y a pas eu encore de scénario pour les adultes ou les Oui, jeunes adultes. non, tout à fait. Nous, on se spécialise en odontologie pédiatrique. Donc, l'objectif, là, on a un premier scénario qui se passe dans l'espace, c'est d'avoir de nombreuses histoires interactives en réalité virtuelle pour après avoir différentes tranches d'âge, mais on reste en odontologie pédiatrique dans un premier temps. Oui. Après, l'objectif, ce Les- sera aussi d'aller dans d'autres disciplines Bien médicales sûr. que l'odontologie, mais c'est de se concentrer sur le bien-être et l'accès aux soins des enfants. Et les adolescents ou les jeunes adultes entre 15, 16 ans, 17 ans, ils sont toujours aussi accros par rapport aux lunettes virtuelles? Parce que là, on imagine bien un enfant de 8, 9 ans vraiment rentrer facilement dans le monde. Est-ce que la perception est la même quand ils sont un peu plus âgés? Tout à fait, oui, oui, on travaille aussi, on a réalisé des tests chez des orthodontistes qui les Mhm. utilisent du coup pour des plus grands. Et même si effectivement on a un langage qui est un petit peu plus enfantin, ils sont super contents d'avoir quelque chose qui rend l'expérience plus agréable. Donc ça fait Ouais. partie aussi de nos objectifs, d'avoir aussi des tranches d'âge un petit peu plus grandes, donc des ados dans un deuxième temps, effectivement. Et donc on travaille avec les retours des orthos, mais déjà on a plein d'orthos qui s'en sont équipés parce que c'est vraiment un vrai confort pour les patients, pour les actes longs, les poses de bague ou les poses de taquet d'Invisalign, d'avoir une solution de distraction pendant les soins. Tout à fait. Ok, formidable. Donc, je vais vous parler Alors voilà, vas-y, je te laisse continuer justement. je vais vous parler du coup on en a déjà parlé, hein, mais les bénéfices pour nos patients sont nombreux. La toute première, à mon sens, ça va être le changement d'attitude. C'est-à-dire que lors de la première consultation, j'explique toutes les solutions qu'on a pour soigner les enfants et je leur dis, écoute, est-ce que tu veux la prochaine fois, quand tu viens au cabinet, jouer aux jeux vidéo pendant que je vais soigner tes dents? Mm. Là, forcément, en termes d'alliance thérapeutique, ça change tout. Et forcément, le patient, la fois d'après, il est trop content d'être là, il saute sur le fauteuil et il est pressé de démarrer. On n'a même pas parlé que, hop, vite, il faut mettre les lunettes et c'est parti. Il est ravi d'être là et de jouer. Donc ça, déjà, dans la perception de l'expérience du cabinet et la perception des soins, ça change beaucoup de choses. Ensuite, l'acceptation des consignes est facilitée. C'est-à-dire que comme on a déjà créé ce lien de confiance, de demander d'ouvrir la bouche, de fermer, c'est beaucoup plus facile. La diminution du stress, c'est évident, ça vient en lien avec ce que l'on expliquait. Les patients, ils arrivent, ils sont détendus, avec toute l'histoire interactive hypnotique, ils sont vraiment tranquilles et puis ils sont acteurs du soin. Le fait d'avoir la manette, mine de rien, ça leur donne le contrôle en fait. Et donc, c'est eux qui sont acteurs, c'est eux qui nous aident à soigner les dents parce que comme on l'a vu, Thibaut, c'est l'ami du dentiste. Donc, en étant super fort dans les jeux vidéo,
ils sont acteurs d'histoire. Et donc, évidemment, ça crée des souvenirs incroyables du dentiste. Et donc, se dire des adultes qui se souviendront que quand ils étaient petits, ils venaient chez leur dentiste pour jouer aux jeux vidéo. Clairement, je pense qu'on aura de c'est moins en gagné, moins de patients anxieux, c'est comme clair. on parlait tout à l'heure. Ouais, non, non, c'est clair. Ben, franchement, c'est très, très intéressant. J'imagine d'ailleurs que pendant que tu parlais de ces lunettes et des bénéfices, j'imagine que même les parents doivent être ravis de voir finalement leurs enfants se laisser se faire soigner parce que eux-mêmes, souvent, les parents transmettent les peurs qu'ils ont eux-mêmes vécues dans leur enfance. Et là, bah, la nouvelle technologie permet finalement de vivre avec son temps et d'apporter une réponse que eux-mêmes n'ont pas eue. Donc, quelque part, ça les rassure aussi. Et ouais, Exactement. c'est Ouais, ouais, bien. les Ouais, parents non, franchement. Donc, sont j'imagine que les ravis. parents aussi, c'est d'être très bien perçu aussi vis-à-vis des parents. Ah oui, puis ça donne une image du cabinet high-tech, d'être à la pointe de la technologie. C'est vraiment, Évidemment, ouais, on n'en c'est parle même pas, ouais, ouais, évidemment. une grosse plus-value pour le cabinet et pour nos patients. C'est surtout ça le plus important. Et puis, bah, en tant que praticien, nous aussi, ça nous facilite la vie. Parce que comme on l'a vu, déjà, il y a des outils de Bien sûr, communication qui sont instaurés pour nous. Donc, après, même s'il y a d'autres soins, on n'a pas forcément les lunettes, le patient, il aura pris l'habitude de communiquer avec nous par des gestes, voilà, il sera plus en confiance. Donc, les soins, ils seront plus facilités. Et puis, j'en ai pas trop parlé ce soir, mais c'est vrai que lorsque je n'utilise pas les lunettes de réalité virtuelle, je parle beaucoup, 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 et je raconte plein d'histoires justement pour amener mon patient dans un univers et lui permettre de se bien sentir sûr, calme et bien détendu. sûr. Donc, mine de rien, j'ai l'habitude, mais ça prend toujours une petite charge cognitive. Il y a toujours une partie du cerveau qui est concentrée sur l'acte technique et une autre sur l'histoire que je suis en train de raconter. Là, en fait, ça me facilite le soin parce que je suis concentrée sur mon acte technique. Je rebondis ponctuellement de temps en temps, j'échange avec mon patient sur son score, etc., sur les étapes. Mais en fait, ça me fluidifie les soins et je parle un petit peu, beaucoup moins d'ailleurs. Donc, c'est Oui. un petit peu plus reposant. Et puis, je pense aussi à un autre élément que tu n'as pas évoqué. Je pense aussi, c'est l'intégration de ton assistante dentaire dans justement l'équipe thérapeutique, parce que on comprend bien dans ta présentation qu'il y a possibilité d'intervenir sur la tablette. Et pour le coup, il y a on va dire, une implication totale de l'assistante. Et là aussi, c'est important. On sait combien le rôle des assistantes est important et c'est une manière aussi à la fois de la valoriser et à la fois de l'intégrer totalement dans l'équipe thérapeutique. Tout à fait, parce qu'à Je tout pense moment, que elle peut interagir et créer voilà, hop, un petit exercice de respiration, comme elle faut qu'elle regarde, elle observe sa respiration. OK, là, on va, hop, on appuie sur le bouton. c'est Et donc, ça. ça intègre vraiment, effectivement, les assistantes dans l'équipe et dans la prise en charge de notre patient. Ouais. Non, non, franchement, non, c'est vraiment un outil qu'on a envie d'essayer. Tu en parles en plus avec tellement de passion. Alors écoute, il nous reste une petite dizaine de minutes justement pour pouvoir terminer dans ton gradient thérapeutique et nous parler de la dernière partie qui est donc le méopa. J'ai envie de déjà te poser la question rapidement, qu'est-ce que le méopa? Et puis peut-être qu'est-ce que n'est pas le méopa aussi, parce qu'on finalement beaucoup de nos confrères s'imaginent des choses qui ne sont pas du tout ça. Donc voilà, je te laisse nous en parler un petit peu en quelques minutes et on reviendra sur d'autres questions. Super. Donc, Voilà. c'est une excellente question parce qu'effectivement, le myopathe peut avoir une image où on dit ça fait dormir. Moi, c'est souvent la question de mes patients, mais est-ce que je serai réveillée? Le myopathe, ça n'endort pas. Le patient, il est tout à fait conscient. C'est ce qu'on appelle une sédation consciente. Donc, le patient, il est réveillé, on parle avec lui, il est avec nous. Le méopathe, ce n'est pas non plus le gaz hilarant. Moi, j'aime pas trop ce nom parce qu'effectivement, ça peut faire rire, mais c'est pas que ça. Le méopathe, c'est vraiment ce que moi, j'aime bien l'appeler l'air magique. C'est quelque chose qui va nous aider à détendre nos patients, à ce qu'ils se sentent vraiment plus tranquilles, plus confortables. Et j'aime bien leur expliquer qu'il y a un tuyau qui va dehors. Ça met la peur dehors. Dans le cabinet, il n'y a que le calme, que le confort qui reste voilà, qui leur permet d'être bien détendus.
Donc voilà, l'homéopathie, ça ne fait pas dormir. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de mieux travailler et d'aider à prendre en charge l'anxiété. Mm. Mais pas que. On va en parler juste après. L'homéopathie, il a de nombreux avantages et bénéfices. Le premier avantage, c'est que il va avoir un effet on-off. C'est-à-dire qu'on va réaliser ce qu'on appelle l'induction. En 3 à 5 minutes, l'homéopathe aura son efficacité. Et là, il sera à son palier d'efficacité. Jusqu'à ce qu'on arrête le soin. Et une fois que le soin est terminé, on enlève le myopathe et c'est terminé. Si vous avez des patients adultes, le patient adulte peut rentrer en voiture, il peut conduire, il n'y a aucun Bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. son autre avantage, c'est qu'il y a une amnésie partielle. Donc finalement, le temps va passer plus vite que ce que notre patient pense. Et cela minimise aussi le souvenir. S'il y a eu une douleur, par exemple, au moment de l'anesthésie, ça minimise cette mémorisation. Autre avantage du myopathe, c'est qu'il a un effet analgésiant. C'est-à-dire que sur l'échelle visuelle analogique, EVA, il abaisse le seuil de la douleur de 3 à 4 points. Donc, c'est quand même énorme. Donc, le myopathe, il va avoir de nombreuses indications. Par exemple, si vous faites des soins paro qui peuvent effectivement être un petit peu sensibles ou si vous n'avez rien fait, vous aurez peut-être utilisé une anesthésie. Là, en utilisant le myopathe, ça vous permet soit de réaliser un détartrage, un surfaçage sans anesthésie. Ou par exemple, s'il y a des dents temporaires en mobilité terminale, il n'y a clairement pas besoin d'endormir quand on utilise le myopathe. Donc, les 2 premières indications, l'anxiété et la phobie, c'est vraiment la majorité des patients. Et c'est la majorité d'ailleurs des patients en odontologie pédiatrique, mais ça peut vraiment, vraiment, vraiment s'utiliser chez les patients adultes anxieux ou phobiques. Bien Et sûr. ça va vraiment, si vous l'utilisez, vous permettre à vos patients de se réconcilier avec les soins dentaires. La dernière indication, c'est le réflexe nauséeux. Il y a beaucoup de patients qui ont ce gag réflexe où on approche à peine un instrument de la bouche que directement, ils ont envie de vomir. Le myopathe lève ce réflexe nauséeux. Donc, si vous avez des patients adultes également avec ce réflexe, ça peut vraiment vous rendre de grands services. Donc voilà, le myopathe, ce n'est pas quelque chose utilisé seulement réservé à la pédo, même si c'est un petit peu l'image qu'on en a souvent. Ça peut vraiment permettre, par exemple, si vous faites des chirurgies ou, comme on disait, de la paro, d'avoir des séances beaucoup plus confortables pour vos patients. Parce que c'est ça que ça va apporter, le myopathe, ça va être du confort pour les patients, de la détente et beaucoup plus de bien-être. Donc, il y a quelques petits effets qui sont associés au myopathe. Par exemple, j'ai mis des petits papillons, d'avoir des petites sensations de fourmillement dans les mains, dans les pieds. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait normales et qu'il faudra bien sûr expliquer à nos patients, de légitimiser du coup toutes les sensations et puis bien sûr d'accompagner nos patients, de les rassurer. Si on est formé à l'hypnose, le myopathe, il va potentialiser l'hypnose. Ça aussi, c'est assez bluffant. Donc voilà, l'accompagnement sera très, très, très important. Et donc, le myopathe pourra nous sortir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations un petit peu compliquées. En France, on n'a que 3,1% des chirurgiens dentistes qui en sont équipés. Donc, c'est vraiment peu de cabinets. Alors que c'est un super outil que vous pouvez utiliser qui permet à vos patients d'être beaucoup plus détendus et beaucoup plus tranquilles. Je vous ai mis le lien. Absolument, Beline. Alors, justement, par rapport au homéopathe, comme tu disais très justement, qui permet de vraiment mettre en confiance nos patients, quand même les clés de notre webinaire de ce soir, tous les actes de séances longues également, ça peut être des actes de prothèse en omnipratique, ça peut être des actes d'endo, et ça va finalement, il y a cet aspect un peu amnésie qui fait que le patient, une fois qu'il est sorti du myopathe, me dit: ah oui, c'est déjà fini, mais oui, ça a duré quand même 1 heure et demie, il s'en est même pas rendu compte. Donc c'est vraiment un point positif et voilà, les statistiques sont là. 3% des dentistes sont équipés seulement, j'ai envie de dire, de myopathes en France, donc c'est vraiment très peu. J'ai envie de te poser la question, bon, toi tu l'as le myopathe,
Si ça t'ennuie de répondre, bien sûr, tu ne réponds pas, mais c'est un acte qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc c'est du hors nomenclature. Comment est-ce que tu le factures et combien, si tu peux nous dire? Parfait. C'est quand même un Alors, point déjà, important. je vais vous donner des éléments d'ordre généraux parce qu'il y a plusieurs types de facturation. Donc, il faudra vraiment que chaque praticien qui souhaite s'en équiper calcule en fonction de son taux horaire, voir voilà, le système qu'il préfère mettre en place. Il y a des praticiens qui facturent le Méopa au quart d'heure. Moi, je le facture à la séance plutôt. Mhm. Donc, c'est un forfait à chaque séance d'utilisation du Méopa. C'est 180 € qui sont côté HL. Ils ne sont pas remboursés par la D'accord. sécurité sociale. Certaines mutuelles le prennent. Pour la plupart, malheureusement, la plupart ne le prennent pas. Mais on espère qu'un jour, ce sera le cas. D'accord. Et le dernier système, c'est un système au forfait. Voilà, il y a ces trois systèmes au quart d'heure, à la séance ou au forfait selon Oui, le. mais en même temps, 180 €, je trouve que c'est très honnête. Ça permet vraiment de rendre le soin accessible quand même pour le patient, surtout quand on est sur des soins en omnipratique qui sont déjà très onéreux. Et ça permet de gagner la confiance du patient et donc nous de travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, hein. Mais écoute, je suis très content qu'on ait pu également parler du Méopa. Alors, il nous reste vraiment 3 petites minutes pour faire un petit peu la conclusion. Peut-être tu veux nous reprendre un petit peu ce que tu nous disais sur ton gradient thérapeutique pour qu'on vraiment on sorte de ce webinaire avec ces trois options importantes dans le cadre du bien-être du patient. Oui, alors donc effectivement, comme on a dit, on a un gradient thérapeutique. On va essayer d'y aller étape par étape pour permettre de lever l'anxiété de notre patient. Donc déjà, d'avoir une communication adaptée, une communication toujours très positive, avec des mots bien, super, on félicite nos patients. Prendre le temps de tout montrer, d'expliquer, de faire le tel au fil doux. Et puis, si notre patient il va arriver avec son bagage, avec ses peurs, de prendre le temps de légitimiser les peurs de nos patients et d'avoir une attention toute particulière à la prise en charge de la douleur. Ne pas hésiter non plus à utiliser des métaphores thérapeutiques. Ensuite, on peut aussi proposer l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Petit bout de lumière, je vous mettrai le lien tout de suite après. Et l'utilisation du Méopa. Donc, comme je vous disais, il faut vraiment se former. C'est une formation qui est validée par le Conseil de l'Ordre pour pouvoir utiliser le Méopa. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. On organise 5 formations par an dans mon cabinet à Bordeaux. Donc, c'est une belle ville en plus. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien pour vous inscrire. Écoute, franchement, je suis très content. Ce webinaire arrive sur la fin. Je suis vraiment très content qu'on ait pu passer cette heure ensemble à discuter. On a pris le temps. J'ai le sentiment qu'on a pu prendre le temps de discuter justement en profondeur de ces problèmes et de ces problématiques. Je crois que ton regard de pédodontiste est très pertinent sur cette question-là, sur ces questions. Et vraiment, je te remercie déjà pour ce diaporama que tu nous as présenté qui est très clair. Je te remercie pour nous avoir fait transmettre tes compétences parce qu'elles sont là et ta passion, parce que ça fait plaisir de voir les praticiens passionnés. Et ce petit bout de lumière que tu montes finalement avec tes associés, ben, on a envie que ça devienne un joli projet et une jolie réussite. Je crois que tous les ingrédients sont là, des professionnels à la fois technologie et de notre métier. Donc, je crois que vous avez vraiment bien cerné la problématique et je suis vraiment persuadé que c'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. On va s'équiper progressivement de ces lunettes virtuelles pour les adultes et pour les enfants et pour les adultes demain, parce que je crois que c'est une véritable alternative intéressante à l'anesthésie générale. Je crois que c'est un véritable outil qui nous permet à nous quand même de travailler dans de bonnes conditions. Et comme on le disait tout à l'heure, que finalement avoir un enfant sur notre agenda, ça nous bloque pas non plus toute la journée de stress, mais qu'au contraire, ça puisse aussi se dire, voilà, on a aujourd'hui les moyens de soigner les enfants.
Voilà, ben écoute, ça fait juste une heure il est 20h30, ça fait juste une heure vient de passer, qu'on a passé ensemble. Euh, Vraiment, je te remercie vraiment encore une fois d'avoir pris ce temps pour préparer ce webinaire, parce que c'est du travail que tu as fait beaucoup, et puis de nous avoir transmis vraiment toutes ces informations. Voilà, je crois qu'on rentrera chez nous avec des notes et des belles informations, et on va pouvoir les appliquer dès le lendemain matin, j'ai envie de dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ce webinaire sera donc ça sera donc possible d'être retransmis sur YouTube, donc on pourra le retrouver facilement sur la chaîne YouTube du laboratoire Cronseram, et puis le voir et le revoir, et même peut-être réécouter certains passages qui sont vraiment intéressants. Merci encore pour ce temps précieux. Merci au laboratoire Cronseram de nous avoir donné cette plateforme de webinaire et d'avoir eu donc cette formidable idée de traiter justement les différentes situations d'anxiété au cabinet dentaire et comment les traiter avec ces outils qu'il nous a parfaitement présentés. Voilà, ben moi je vous retrouverai maintenant dans 3 mois pour un prochain webinaire, et je vous souhaite donc à tous et à toutes une très belle soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.